Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous vlogger 24 heures de lecture. Donc ce type de vidéo, c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, bien sûr, c'est un type de vidéo qu'on retrouve beaucoup sur Booktube. Donc il s'agit de lire pendant 24 heures, donc ne faire entre guillemets que de la lecture. C'est la règle implicite du challenge, évidemment. C'est pas du tout une règle, on va dire, à laquelle il faut se tenir absolument. Donc je vais pas lire pendant 24 heures non-stop, déjà parce que je vais dormir, parce que j'ai passé l'âge de rester 24 heures éveillée. Donc ça sera pas 24 heures, ça sera plutôt on va dire une journée. Voilà, donc il est déjà 10h30, donc je vais pas tarder à commencer ce challenge et du coup je vais vous montrer au fur et à mesure de ma journée mes différentes lectures et les évolutions, et je vous donnerai mon avis évidemment au fur et à mesure de mes lectures. Donc je ne vais sélectionner que des livres plutôt courts pour essayer de lire, on va dire, de vous présenter un maximum de lectures pour que ce soit plus sympa pour vous à regarder. Donc j'ai pas mal de petits livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas lus, donc c'est un petit peu le moment aussi de, voilà, de se mettre devant sa bibliothèque et d'écumer un petit peu les différents livres que je possède. Le premier livre que j'ai sélectionné pour ce challenge, c'est La fille de la supérette de Sayaka Murata. Qui est une autrice japonaise, et ce livre, quand il est sorti au Japon, a été un vrai best-seller parce que notamment c'est un livre, je crois, qui dénonce un petit peu le patriarcat au Japon, la manière dont la société japonaise traite les femmes, si je dis pas de bêtises. Voilà. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, et le mois d'avril et mai est aussi dédié, c'est aussi le printemps japonais organisé par Antastasia, et donc je voudrais en profiter pour lire quelques ouvrages de littérature japonaise. Donc voilà, pourquoi pas commencer par celui-là. Donc je vais m'y mettre, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous donner mon avis sur cette lecture. Oui, je suis dans ma cuisine et vous devez entendre le four derrière. Et oui, ça c'est mes céréales. Je mange des céréales pour enfants. Voilà. Donc j'ai terminé La fille de la supérette. Il est 14h15 à peu près. Donc je l'ai terminé et ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé ce livre. Il se lit très rapidement, à peu près en 2 heures c'est fini. C'est vraiment un livre qui se lit très très bien. On suit dans La fille de la supérette, qui est un livre qui a été écrit en 2016, on suit Keiko, qui est une jeune fille, enfin une jeune femme plutôt, puisque pendant la majeure partie du livre elle a à peu près 36 ans. On suit Keiko, qui est une jeune femme qui n'a jamais vraiment su s'intégrer à la société japonaise. Même quand elle était petite, elle avait du mal elle avait des comportements sociaux qui n'étaient pas forcément acceptés ou bien vus dans la société. Donc elle a toujours été un petit peu en décalage, et ça se ressent notamment à l'âge adulte, puisqu'elle a du mal à trouver un travail et elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, et c'est pas une vie qui l'attire plus que ça. Et elle travaille en fait dans une supérette, dans un combini qui est ouvert 24 heures sur 24, et c'est un job à temps partiel qui... J'ai jamais vraiment dit si c'est un job qui lui plaît, mais en tout cas c'est une vie qui lui convient. Et Keiko reçoit énormément de pression de la part de son entourage, de sa famille et de ses amis pour se marier, avoir des enfants, mener une vie, on va dire, intégrée à la société japonaise. Et la vie de Keiko va un petit peu basculer quand elle va rencontrer Shira, qui est un jeune homme qui va être employé également au combini et qui lui aussi vit en marge de la société, est mal vu par les autres, et les deux vont commencer à avoir une relation, pas une relation amoureuse, mais une relation assez particulière, un petit peu de deux personnes isolées de la société. C'est un livre évidemment qui critique la société japonaise, qui met une pression aux individus et surtout aux femmes à fonder une famille, à avoir un mari, etc. Et évidemment qui montre que cette vie n'est pas forcément adaptée à tout le monde, et évidemment que le choix de sa propre vie devrait revenir à chacun sans recevoir de pression de la part d'une communauté. Keiko, c'est un personnage qui
manque un petit peu, on va dire, elle manque de codes sociaux, oui, mais elle manque un peu aussi, on va dire, d'empathie, de manière générale, pour les gens. Elle a un ton assez ironique, celle, la narratrice. Il y a notamment pas mal de remarques assez ironiques sur la façon dont les gens la traitent, mais aussi un petit peu d'incompréhension. Pour Keiko, se marier ou obéir à des règles sociales, c'est complètement absurde. C'est vraiment quelque chose qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne saisit pas. C'est pas quelque chose qu'elle vit mal, mais elle vit mal de se prendre des remarques assez régulières de la part de sa famille. Shira, c'est un personnage qui est très complexe, qui a une théorie assez prédéfinie sur ce qu'est une société, ce que devrait être une société. Et contrairement à Keiko, lui, il va assez mal vivre son rejet et il va essayer en fait de sauver les apparences, de faire croire avec les autres, avec Keiko, qu'il a une vie normale. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment être difficile à vivre pour lui. Parce qu'il va vraiment essayer d'avoir une vie normale et pour lui une société normale, c'est une société un peu patriarcale dans laquelle les hommes et les femmes ont un rôle assez prédéfini et il va essayer de convaincre Keiko de mener cette vie avec lui. Mais moi chez Shira, il m'a un petit peu fait penser à un incel parce que c'est un homme qui se lamente beaucoup sur son sort. C'est un homme qui n'a jamais eu de relation sexuelle, ni de relation amoureuse. Il a 35 ans, il le vit mal, il tient les autres responsables pour son isolement en fait. Il a envie d'être intégré et en même temps il est très critique de la société. Enfin, il y a un petit peu cette ambivalence je trouve qu'on retrouve pas mal chez les incels, où ils sont à la fois extrêmement critiques de la société, enfin ils trouvent que la société valorise les femmes par rapport aux hommes, ce qui est totalement faux, hein, mais c'est comme ça que voient les choses. Et donc en même temps ils sont critiques de cette société et en même temps ils aimeraient au fond totalement y être intégrés, ils aimeraient avoir une femme, ils aimeraient avoir une famille, voilà, ils aimeraient être intégrés, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment cette ambivalence chez eux que j'ai retrouvée chez Shira. Il y a vraiment, il hésite un petit peu entre eux, j'ai envie d'être intégré et en même temps je n'ai pas envie parce que cette société est nulle quoi en gros. La fin est assez, je ne vais pas vous la spoiler, mais elle est assez particulière, je l'ai trouvée un peu mystique sous certains aspects. J'ai trouvé que c'était un livre très intéressant, qui est ça se lit très bien, c'est très facile à lire. Le style n'est pas exceptionnel, mais c'est tout à fait correct, on va dire. Enfin, de toute façon, c'est une traduction, donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est représentatif du style de l'autrice. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment particulier. Il y a vraiment cette immersion aussi dans cette petite vie de la supérette qui est certes rodée, routinière, etc. Mais et qui est aussi une vie un petit peu, comment dire, une vie où les individus sont interchangeables, sont remplaçables, ont vraiment une fonction utilitaire avant tout, et sont vus comme des personnages fonction et pas comme des travailleurs avec une personnalité, etc. Donc il y a vraiment, Keiko est vraiment au sein de la supérette un petit peu déshumanisée, on va dire, comme un objet remplaçable, etc. Mais d'un côté, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui lui plaît. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Je comprends pourquoi c'est un best-seller, parce que il n'est pas très long, mais on a énormément de pistes de réflexion. Les personnages sont très intéressants, sont très complexes. Ça se lit vraiment d'une traite. Voilà, donc si vous n'avez jamais eu l'occasion de le lire, je vous le recommande vraiment. Donc là, je vais manger. Pour cet après-midi, je pense que je vais peut-être sortir, aller lire au parc, qui est pas loin de chez moi, parce qu'il fait très beau, il fait chaud, donc ce serait dommage de rester enfermée toute la journée. J'hésite encore un peu sur le livre que je vais lire ensuite, mais je pense me tourner vers La confusion des sentiments de Stefan Zweig, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu, cet auteur, et pourtant c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est une nouvelle qui est très courte, donc ça c'est pareil, ça va pas me prendre beaucoup de temps. Je prendrai peut-être un deuxième livre aussi pour lire au parc, voilà, donc je vous tiens au courant évidemment prochainement, une nouvelle update lecture. Il est 17h50 et j'ai terminé La confusion des sentiments de Stefan Zweig, que je suis allée lire au parc principalement. Donc
Dans cette nouvelle assez longue, qui fait une centaine de pages à peu près, on va suivre un vieux professeur d'université qui revient à la fin de sa vie sur sa relation avec son ancien professeur d'université toujours, quand lui était un jeune étudiant d'une vingtaine d'années et son professeur était beaucoup plus âgé. Il revient sur la relation qu'il a eue avec ce professeur, une relation qui, on le voit à la lecture de la nouvelle, prend différentes formes et prend place surtout dans une dynamique assez malsaine. Ce jeune étudiant, au début, va à la fac un petit peu pour faire plaisir à ses parents. Il n'a pas forcément envie d'étudier, il n'est pas très intéressé par la littérature anglaise, ce qu'il étudie. Donc il va un petit peu à contre-cœur et il va vraiment tomber sous le charme de ce professeur qui va complètement le happer, le convaincre, lui faire tomber amoureux des études, de l'université. Et il va commencer à devenir très très proche de lui, il va dîner régulièrement à la maison avec lui et sa femme, il va commencer aussi à se rapprocher de sa femme, et ils vont entretenir une relation un petit peu entre amour et haine, où le professeur va se comporter de manière extrêmement distante, extrêmement froide avec lui, et il va pas forcément comprendre le comportement du coup de ce professeur, puisque lui aimerait être beaucoup plus proche de lui. Il a une relation entre admiration et rejet, entre admiration et mépris. Il y a vraiment Enfin, la relation entre les deux personnages est extrêmement complexe et vraiment décrite avec beaucoup de subtilité. On hésite vraiment entre l'admiration, la dévotion, presque la mystification de ce professeur, et en même temps l'incompréhension, le rejet, le mépris, le dédain, enfin la condescendance, etc. Tout ce genre d'émotions. Donc il y a un vrai conflit intérieur qui prend place dans le personnage principal. Le texte est écrit à la première personne, donc on a vraiment un monologue extrêmement introspectif. D'ailleurs, apparemment, Freud aurait encensé ce livre. Je ne suis pas fan de Freud, mais je tiens à préciser quand même que voilà, quelqu'un qui a beaucoup fait pour la psychanalyse a quand même admiré ce livre pour sa construction psychologique. Donc il y a vraiment une analyse psychologique très profonde du personnage. On va vraiment plonger dans ses pensées et un petit peu dans toutes les contradictions qui combattent en lui. Voilà. Je ne vais pas vous révéler forcément, on va dire, le thème principal du texte, même si bon, ça se devine dès le début, mais il y a vraiment une montée en puissance et la fin, enfin moi j'ai adoré la fin, je trouve que c'était vraiment ce qui était le plus réussi dans le livre. Donc je ne veux pas vous spoiler le thème si jamais vous n'avez pas entendu parler de ce livre. Mais c'est un thème évidemment assez audacieux, évidemment pour l'époque, ce qui a contribué au succès. Je trouve que c'est très bien traité par Zweig. C'est traité dans toute sa complexité, dans le rapport social, etc. Bon, je ne vais pas vous en dire davantage, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Dans l'ensemble, dans ce texte, on a vraiment des registres assez différents. On a notamment un registre assez sombre. Et il y a certaines scènes qui m'ont vraiment fait penser un peu à du gothique, voire à de l'horreur. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une atmosphère qui était vraiment très bonne. Ça, je trouve que c'est un point fort de l'auteur. Moi, j'avais adoré Le Joueur d'échecs, par exemple. Je trouvais que dans Le Joueur d'échecs, il y avait une représentation de l'atmosphère, de l'ambiance qui était vraiment extrêmement prenante. On avait vraiment l'impression d'y être. Et je trouve qu'on a vraiment retrouvé ça là-dedans. Je trouve que c'est vraiment du coup un point fort de Zweig de réussir à créer un univers en si peu de pages quand même, ce qui est assez, je trouve assez étonnant, parce que une nouvelle de 100 pages, parfois on n'a pas vraiment le temps d'être vraiment plongé dans un univers, et là on est complètement plongé dedans. Il y a vraiment des scènes extrêmement réussies, la relation, enfin, le professeur parfois était un peu représenté comme une créature maléfique. J'ai eu beaucoup de similitudes avec le diable. Alors je sais pas si c'était volontaire de la part de l'auteur, mais en tout cas moi j'y ai trouvé pas mal de points communs. Donc c'était vraiment très bien fait ça, et ça m'a beaucoup plu. Dans l'ensemble, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais je pense que c'est jusqu'ici ma moins bonne lecture entre guillemets de l'auteur, puisque j'avais déjà lu Le Joueur d'échecs, 24 heures dans la vie d'une femme et Lettre d'une inconnue. Le Joueur d'échecs et Lettre d'une inconnue, c'est vraiment deux livres qui m'ont énormément plu. Ça fait partie, je pense, si je dois faire une liste de mes livres préférés,
Je pense qu'ils sont dedans, ça c'est sûr. C'était vraiment 2 textes qui m'ont vraiment beaucoup plu. Le jeu d'échecs à cause de son ambiance justement très prenante, et La lettre d'une inconnue parce que c'est déchirant et très triste, voilà. Et 24 heures de la vie d'une femme, ça m'avait plu aussi, moins, mais ça m'avait plu quand même. Celui-ci, j'ai trouvé que c'était... j'ai beaucoup aimé, enfin tout ce que je vous ai dit avant, c'est évidemment des compliments et ça joue clairement en faveur de la nouvelle. Mais je pense qu'à part à la fin, j'ai été peut-être un peu moins prise par la relation entre les 2 personnages. Ça m'a pas touchée autant que Lettre d'une inconnue, et j'étais pas autant avide de savoir ce qui allait se passer à la fin que dans le jeu d'échecs, je trouve. Je trouve qu'il y avait moins de dynamisme peut-être dans la nouvelle, et je trouve que la fin, enfin les 10-20 dernières pages sont vraiment excellentes, et le reste est un rythme un petit peu plus neutre, un petit peu plus lent, à part quelques scènes coups d'éclat par-ci par-là qui donne un petit peu plus de rythme à l'action. Là, j'ai vraiment... La fin, je l'ai trouvé vraiment géniale, mais le reste, ça m'a peut-être un petit peu moins plu quand même que ce que j'ai lu auparavant de l'auteur. Mais ça reste vraiment une très bonne lecture, ça se lit très bien. Moi, je l'ai lu d'une traite, et en fait, c'était pas plus mal, je trouve, parce que ça nous permet vraiment d'être immergé dans le livre. Comme c'est pas un livre très long, ça se lit je dirais en 2 heures à peu près, enfin ça dépend à quelle vitesse vous lisez évidemment, mais en 2-3 heures c'est lu, donc je vous conseille si vous voulez lire, et comme d'ailleurs à peu près tous les textes de l'auteur, si vous voulez lire Zweig, prenez-vous une après-midi ou une soirée et plongez-vous dans le livre et ne le lâchez pas avant de l'avoir terminé. Je trouve que c'est vraiment comme ça qu'on s'immerge vraiment dans l'intrigue et qu'on en tire vraiment quelque chose, voilà. Du coup, je vais continuer évidemment le challenge, et je pense que ma prochaine lecture, enfin je ne pense pas, ma prochaine lecture sera Le regard féminin, une révolution à l'écran d'Iris Bray. C'est un essai cette fois, donc c'est un petit peu pour changer de genre. C'est pas très long, c'est 200 pages à peu près. Bon voilà, un essai ça se lit assez rapidement généralement, notamment les essais féministes, enfin je trouve en tout cas. Iris Bray, j'avais déjà lu Sex and the Series de l'autrice qui se concentrait sur la vie sexuelle et la sexualité féminine notamment dans les séries. Là, je crois que ça parle davantage de cinéma plus que de séries, et ça va parler du female gaze, donc du regard féminin, comme c'est traduit dans le titre en français. Donc moi j'ai adoré Sex and the Series, donc c'est pour ça que j'ai hâte. J'ai entendu des bons avis sur ce livre, mais aussi des avis peut-être un peu plus mitigés, donc voilà. J'ai hâte de me faire ma propre idée, donc je vais commencer ça maintenant. Alors, vous m'excuserez pour la luminosité désastreuse, mais il est assez tard, il est 23h40 à peu près. Donc je reviens vous updater sur Le regard féminin d'Iris Bray, que je viens de terminer. Donc dans cet essai, on va étudier ce que l'autrice appelle le female gaze. Alors c'est pas un concept qu'elle a inventé, hein. C'est un concept qui a été généralisé depuis plusieurs années dans le domaine culturel, pas uniquement au cinéma, et qui consiste à voir un film, un scénario, une narration à travers un regard féminin, ce qui s'oppose au male gaze qui est présenté comme évidemment le regard masculin, mais qui a une portée universelle, ou pseudo-universelle, et évidemment patriarcale. Donc le female gaze, c'est un petit peu un contre-regard qui, dans une perspective féministe, dans une perspective à minima de remise en cause de certains stéréotypes du patriarcat, et qui appelle à voir le monde du point de vue féminin. Dans cet essai, Iris Bray va étudier comment le female gaze prend de plus en plus de place au cinéma. Elle va étudier des films et des séries également, mais surtout des films qui mettent en scène un personnage féminin qui va voir ça. Et en fait, tout le film va être vu depuis le point de vue de ce personnage féminin. Dans ce livre, l'autrice va expliquer que le female gaze doit remplir 6 conditions qu'elle va énoncer. Donc il y a 3 conditions qui sont d'un point de vue narratif. Donc je cite, il faut que le personnage principal s'identifie en tant que femme, que l'histoire soit racontée de son point de vue, et que son histoire remette en question l'ordre patriarcal. Et il y a 3 autres conditions d'un point de vue formel. C'est que grâce à la mise en scène, le spectateur ou la spectatrice ressent l'expérience féminine.
Si les corps sont érotisés, le geste doit être conscientisé. Et 3, le plaisir des spectateurs ou spectatrices ne découle pas d'une pulsion scopique. Donc le spectateur et la spectatrice ne doivent pas être en position de voyeur ou de voyeuse quand ils regardent la scène. Elle va citer un nombre très très important et abondant de films, notamment de culture française ou américaine, mais aussi des films étrangers, enfin d'autres pays, dans lesquels elle va analyser le female gaze, et dans d'autres elle va analyser le male gaze et un petit peu montrer les différences entre les deux. Il y a plusieurs chapitres, enfin le livre est divisé en plusieurs chapitres. On a un chapitre qui est consacré au viol, un chapitre qui est consacré à la maternité, un chapitre qui est consacré au plaisir féminin. Donc tous ces chapitres où elle va un petit peu voilà, étudier des films et montrer comment, enfin ce que ça veut dire concrètement que le female gaze au cinéma bien évidemment, comment ça prend place concrètement et comment justement, enfin quelles pistes peuvent être empruntées dans le cinéma pour apporter davantage de female gaze. Elle va aussi revenir sur un certain nombre de critiques qui ont été faites par des réalisateurs notamment masculins ou des journalistes de cinéma masculins qui pensent que le female gaze appelle à revoir totalement le cinéma depuis des décennies, ce que eux voient comme quelque chose de négatif, qui voudrait voilà, cancel certains films ou comment dire, les dévaloriser, ou alors en proposer une analyse complètement faussée. Alors l'autrice démonte bien ses préjugés, il ne s'agit pas de cancel des films, il ne s'agit pas non plus d'en dire n'importe quoi, il s'agit de les analyser avec un autre regard, avec un autre point de vue, et un point de vue critique n'est pas forcément un mauvais point de vue, loin de là, et ça ne dessert pas forcément le film original, voilà. C'est un livre extrêmement sourcé, il y a énormément de sources, il y a énormément de sources citées, de films, d'exemples. Ça c'est vraiment une mine d'or. Enfin, moi j'ai noté 2-3 films d'ailleurs ou séries qui ont l'air très intéressants et que je ne connaissais pas ou j'avais entendu parler mais j'avais jamais forcément eu envie de les regarder. Donc grâce à ce livre j'ai découvert pas mal de choses. Voilà, donc dans l'ensemble c'était un très bon essai. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que ça se lit très vite, ça se lit très bien. C'est pas du tout compliqué. C'est pas complexe, l'autrice ne fait pas appel à des concepts très élaborés, on va dire. Enfin, tout est bien défini, tout est clair, c'est très abordable, donc ça, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Et ça se lit très bien, enfin, moi je l'ai lu très très rapidement. Le seul point négatif, enfin, si on doit trouver un point négatif, enfin, il y a 2 points négatifs. Déjà, j'ai trouvé que c'était un peu redondant, c'est-à-dire que quand vous lisez les 50 premières pages, les suivantes vous semblent, on va dire, anecdotiques. C'est vraiment une succession d'exemples, ce qui n'est pas du tout, enfin, qui n'est pas en soi un problème, mais j'ai trouvé du coup que ça manquait peut-être d'analyse un peu théorique, qui est un peu mise de côté, alors à part au début, qui est un peu mise de côté au profit d'analyse d'exemples très précis, ce qui est bien aussi, mais j'aurais peut-être aimé que l'autrice consacre un peu plus de temps à la théorie du female gaze et à ses différentes acceptations. Deuxième point négatif, je n'ai pas appris grand chose. Alors c'est pas négatif en soi bien sûr, mais je pense que c'est un livre, si vous êtes déjà assez renseigné sur female gaze, que vous connaissez pas mal le cinéma, les séries, que vous aimez, enfin que vous êtes féministe, que vous êtes renseigné sur le féminisme, c'est pas un livre qui va changer votre vision du monde, ça c'est sûr et certain. C'est très informatif, c'est très intéressant. Si vous aimez le cinéma, les séries, ça se lit vraiment très très bien. Enfin, moi j'ai passé un bon moment, hein, ça c'est aucun problème là-dessus. Mais c'est pas un livre qui va évidemment changer votre vision du monde ou qui va voilà, vous apprendre plein de choses, bien sûr. Ça reste un bon essai, même un très bon essai que je vous recommande si vous avez envie de lire sur ce sujet. Voilà, c'est très agréable à lire. Je vous conseille aussi Sex and the Series. Alors c'est pareil, c'est un peu dans le même genre, c'est très abordable. Mais moi j'avais trouvé dans Sex and the Series qu'il y avait peut-être plus d'apports théoriques, en tout cas dans mes souvenirs. Donc voilà, je vous conseillerais celui-là davantage par rapport à celui-ci, mais encore une fois je vous conseille les deux évidemment. Donc malgré l'heure tardive, je ne suis pas fatiguée, donc je vais pas aller dormir tout de suite, donc je vais continuer à lire. Et je vais lire des nouvelles de Vladimir Nabokov que j'avais achetées
il y a quelques temps. C'est dans les 10 éditions Folio 2 €. Donc c'est des très très courtes nouvelles, je crois, qui font une dizaine de pages. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Je l'avais acheté pour la petite phrase qui était écrite derrière, mais c'est tout. Donc c'est pas très long, hein, je sais pas, ça doit avoir 60 pages, donc je pense que je vais lire ça avant d'aller dormir. Et comme il risque d'être tard, je pense que je vous ferai une update demain matin. Et j'en profiterai pour conclure ce vlog, parce que je pense que ça sera le dernier livre que je vais vous présenter durant ce vlog. Donc on est le lendemain matin et je viens pour conclure ce vlog et vous donner mon impression sur les nouvelles de Nabokov et mon impression générale sur le challenge. Donc dans ce petit recueil, on a 5 nouvelles qui ont été écrites à des dates un petit peu différentes et je crois qu'elles ont été réunies par l'éditeur, je pense, et non pas par Nabokov lui-même. Ce sont des nouvelles qui n'ont pas beaucoup de choses en commun, on va dire, si ce n'est certaines thématiques amoureuses. Il y a notamment une nouvelle dans laquelle un homme tombe amoureux pour la première fois et décrit cet amour, décrit la personne qui l'aime. Cette personne est mariée, donc forcément un amour un petit peu contrarié, voire impossible. On a également une nouvelle où un mari veut se venger de sa femme infidèle et on a un petit peu l'évolution de son plan de vengeance jusqu'à la vengeance. On a également une nouvelle, la nouvelle Natacha, où Natacha veille auprès de son père qui est mourant et elle se remémore un petit peu des moments de vie de son père. Elle a aussi un petit peu des visions de son père, comme si elle n'acceptait pas qu'il allait mourir. Donc on a 2 nouvelles, Bonté et Bruit, qui sont écrites à la 2e personne, ce qui est du coup assez innovant, assez rare. Enfin moi j'avais rarement lu, voire jamais lu des écrits à la 2e personne. Je trouve que pour un format nouvelle c'est bien, je pense que lire tout un roman écrit à la 2e personne ça m'aurait pas forcément beaucoup plu. Voilà, mais je trouve que pour des nouvelles ça s'y prête assez bien, il y a une idée un peu de monologue intérieur qui est assez sympa, et d'adresse directe à l'être aimé qui renforce un petit peu le sentiment amoureux, donc ça c'était assez bien fait. On a une nouvelle qui s'appelle Le Mot qui décrit assez largement les angoisses d'un écrivain qui n'arrive pas à trouver les mots pour exprimer ce qu'il veut dire. Donc pendant une dizaine de pages, on le voit tâtonner en essayant de retrouver son inspiration et il décrit un petit peu l'échec du langage à trouver les bons mots et à trouver exactement le sentiment qu'il veut essayer de décrire. C'était une bonne lecture, les nouvelles étaient un petit peu absurdes, enfin tendaient un petit peu vers l'absurde, ce qui est un thème quand même assez récurrent dans l'œuvre de Nabokov. Certaines tombaient pas dans le fantastique, c'est un petit peu trop poussé de dire ça, mais un petit peu dans des visions des personnages qui déforment un petit peu la réalité et on n'arrive pas trop à savoir si ce qu'ils voient est vrai ou si c'est juste leur imagination ou leur désir inconscient qui projette des images devant eux. Donc il y a un côté un petit peu flou, notamment dans les chutes des nouvelles, donc notamment dans la nouvelle Natacha et dans la nouvelle Bruit, dans la nouvelle La Vengeance, qui raconte la vengeance du mari sur sa femme infidèle. Donc là on a un petit peu donc on a un petit peu ces chutes un peu surnaturelles, pas fantastiques mais qui mêlent un peu vision, réalité, on sait pas trop si la personne a des hallucinations ou si elle a vraiment vu ce qui s'est passé. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux on va dire de perception dans les nouvelles. Ça se lit très facilement, hein, c'est des nouvelles assez courtes. Voilà, donc j'ai bien aimé, mais on va dire sans plus. C'était pas un coup de cœur, c'était pas le meilleur écrit que j'ai lu de la part de l'auteur. Mais voilà, si vous aimez Nabokov, je vous le conseille, ça se lit vraiment très très vite. Et je trouve que ça ressemble pas mal à ce que Nabokov écrit, on va dire. Ça s'inscrit vraiment dans des écrits un peu traditionnels de Nabokov. À noter, je crois que la plupart des nouvelles ici ont été écrites au début de la carrière d'écrivain de Nabokov, donc je crois ont été écrites en russe. C'est peut-être des idioties, non c'est écrit derrière. Elles étaient écrites en russe, elles ont été écrites dans la fin des années 20 je crois.
Donc c'est un petit peu, voilà, je pense que ça fait partie de ses premiers écrits, donc effectivement on retrouve des thèmes assez de prédilection de l'auteur, mais c'est pas encore non plus un écrit majeur affirmé comme Lolita, Ada ou l'Ardeur, d'autres de ses livres très connus. Du coup c'est la fin de ce challenge, donc j'ai fait 4 lectures au total, qui ont été toutes les 4 des bonnes lectures, voire un coup de cœur je pense pour La fille de la supérette. J'y repense depuis que je l'ai lu hier, et je pense vraiment que c'est un coup de cœur, j'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai beaucoup aimé les 3 autres livres que j'ai lus. Après j'ai pris beaucoup de risques quand même parce que c'était... Enfin, Nabokov, Zweig et Iris Bress, c'est des auteurs et autrices que j'avais déjà lus et aimés. Donc du coup je savais quand même que je m'embarquais dans quelque chose a priori qui allait me plaire. Et la littérature japonaise, je suis assez rarement déçue quand même. Donc c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de risques. Ce qui a rendu évidemment le challenge réussi, voilà. Mais après pour ce genre de challenge, je pense qu'il faut pas se risquer à prendre des livres dont on n'est pas tout à fait sûr qu'ils vont nous plaire, parce qu'on peut vite, je pense, se lasser. Donc lire pendant 24 heures, alors j'ai pas vraiment lu pendant 24 heures, j'ai dormi, j'ai mangé, je suis allée me promener, enfin voilà, j'ai fait d'autres choses que de simplement lire, mais j'avais quelques appréhensions parce que j'adore lire bien évidemment, mais je lis rarement, on va dire, pendant toute une journée ou pendant plusieurs heures d'affilée sans faire autre chose. Ce que j'aime faire, c'est varier mes activités, quoi. Donc je lis 3 heures, par exemple 2-3 heures par jour, et puis le reste du temps je fais autre chose, pour les jours où je ne travaille pas bien sûr. Du coup c'est vrai que j'avais un petit peu peur de me lasser finalement. Ça n'a pas du tout été le cas, je pense que c'était dû aussi au fait que les lectures étaient très bonnes, mais je me suis vraiment immergée dans la littérature et ça faisait beaucoup de bien, voilà. Ça a donné envie de lire encore plus, pour être honnête. Voilà, donc parce que je me disais, mais le lendemain tu vas pas du tout avoir envie de lire, t'en auras marre, et c'est pas du tout le cas, donc je vais lire aujourd'hui, enfin voilà. C'était vraiment une très bonne expérience d'être plongée là-dedans, et voilà, la littérature finalement est un gouffre dans lequel on ne sort jamais, mais c'est pour le mieux, voilà. Du coup, je retenterai peut-être ce challenge, j'en referai peut-être une vidéo, pas tout de suite, mais peut-être pendant d'autres vacances, voilà, parce que c'était très sympa. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cette expérience. Du coup, c'est la fin de ce vlog et j'espère que ça vous aura plu de suivre ce petit défi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu les livres que je vous ai présentés et si vous avez éventuellement d'autres recommandations des auteurs et autrices en question. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.